Où est votre bibliothèque, la pharmacie, tu sais, tu cherches tes repères, en fait. Puis les gars, ils sont morts de rire. Et puis, il m'a pris par la main. Il m'a fait sortir de la cabane. Il m'a dit, ma bibliothèque est là. Et il me montre la forêt. Inconcevable pour nous de dire, une plante te parle, quoi. Je veux dire, c'est... Qu'est-ce qui se passe, quoi? Tu le sens. Il y a un esprit qui te parle, qui te montre. C'est évident. Aujourd'hui, on sait que la plante qui vibre le plus haut, c'est la rose. Elle vibre à 320 MHz. 4 fois notre vibration à nous. Et je demande à la plante, montre-moi la vie. Qu'est-ce que c'est la vie? La réponse est respirer. De revenir à cette écoute de soi. De quoi j'ai besoin aujourd'hui? Et les plantes, elles ont ça, elles ont cet amour inconditionnel. Elles donnent sans condition, sans attendre rien en retour. Tu prends, c'est bien, tu prends pas, c'est bien pour elles. On va marcher en forêt. C'est tout. C'est avec grand plaisir que nous accueillons aujourd'hui une experte reconnue dans le domaine des plantes médicinales et des huiles essentielles. Passionnée par les bienfaits de la nature et forte d'une vaste expérience en pharmacologie, à travers son travail, elle partage non seulement son savoir, mais aussi une vision holistique du bien-être où la santé naturelle et l'équilibre avec l'environnement jouent un rôle central. Aujourd'hui, nous aurons l'opportunité de plonger dans l'univers de la médecine par les plantes. Nous tenterons de comprendre ce que signifie réellement cette approche en explorant les débats parfois vigoureux autour de la médecine naturelle. Il y a d'une part celles et ceux qui croient fermement en la capacité des plantes à guérir tout ou presque, et d'autre part celles et ceux qui restent sceptiques et préfèrent ne pas en entendre parler. Elle nous guidera à travers ces controverses pour nous aider à discerner où se trouve la réalité, ou en tout cas où se trouve sa réalité. Bienvenue, Cristina Bernasconi. Merci. Merci pour l'invitation. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, dire votre parcours, d'où vous venez, qu'est-ce qui vous a amené à faire ce que vous faites maintenant? Je crois que vous avez un parcours plutôt riche. Allez, alors moi, je m'appelle Cristina Bernasconi, je viens du Tessin. J'ai quitté le Tessin en 1984 pour venir faire mes études de pharmacie à Lausanne. Et après, j'y suis restée. La pharmacie, c'est quand même des études très structurées, pures et dures, hein, en pharmacologie, comme vous l'avez mentionné. Entre autres, on avait très peu de botanique à l'époque. Ça s'est pas très amélioré d'ailleurs. Mais l'aromathérapie et les huiles essentielles, pour moi, sont venues sur le tard, en fait. C'est pas, il y a des gens qui disent, je suis tombée dedans quand j'étais petit. Moi, c'est pas du tout le cas. En fait, après, c'est toujours un chemin personnel, quoi, qui m'a amené vers ça. J'ai eu une chance énorme, vraiment. Je la mesure aujourd'hui, d'avoir pu partager la vie des peuples premiers en Amazonie pendant 10 ans, enfin 10 ans pendant lesquels j'y ai passé toutes mes vacances, en 3-4 semaines par année. Et pour tester leur médecine, leur médecine qui est l'ayahuasca, et puis me confronter à cette jungle, vraiment amazonienne, cette forêt amazonienne primaire, et qui me faisait très peur au départ. J'ai dit, mais comment on va survivre 3 semaines, un mois là-dedans, quoi. Et petit à petit, j'ai pris conscience de ô combien on était déconnecté de cette nature, quoi. Et je me suis intéressée aux plantes, à leurs plantes, comment ils les utilisaient, comment ils les préparaient, pour quel type de problématiques. Et eux, ils n'ont pas de médicaments, ils ont les plantes. Alors, je dis pas que les plantes résolvent tout, mais pour eux, c'est la base de tout, par contre. Et voilà, donc après le premier voyage que j'ai fait en 2009, je suis rentrée
Et le hasard fait bien les choses. J'ai rencontré quelqu'un à un anniversaire qui me dit « Ah, tu fais quoi ?» Je dis « Voilà, je suis pharmacienne, je travaille en officine. » Et cette personne venait de fonder l'école romande d'aromathérapie. Et j'ai dit « J'arrive. » Et j'ai fait le cursus. Maintenant, j'enseigne aussi dans cette école depuis plusieurs années. Mais finalement, l'aromathérapie, les huiles essentielles m'ont permis de faire le joint, ce saut que j'appelle un saut presque quantique, parce que si je veux utiliser les huiles essentielles de leur côté physique, si une personne a une problématique, je sais pas moi, une infection urinaire, je vais utiliser une huile à phénol, je sais que ça va marcher, parce que c'est le phénol qui agit. Mais si j'ai une personne qui a des problématiques émotionnelles ou autres, je vais utiliser le côté énergétique de la plante. Donc du coup, ça m'a permis de travailler vraiment sur les deux axes de ma profession. À côté de ça, j'ai une formation en PNL, en hypnose ericksonienne. Enfin, j'ai exploré un peu des approches parce que j'en avais besoin, pour moi, de comprendre comment je fonctionnais, moi, pour me sortir de problématiques pour lesquelles les antidépresseurs qui m'avaient été prescrits n'arrivaient pas à m'aider. Et donc, l'Amazonie est arrivée à point nommé dans mon chemin de vie. Ouais. Mais alors, du coup, vous êtes allé en Amazonie il y a quand même assez longtemps, ou je me trompe? C'était en 2009. Premier 2009. voyage, c'était en 2009, ouais. Ok. Donc, le serpent cosmique de Jérémie Narby était déjà sorti à l'époque. C'est ça qu'est-ce qui vous a poussé à aller en Amazonie? En fait, dans ces multiples recherches de savoir comment je fonctionne, j'ai eu l'occasion de suivre des cours de décodage biologique. Et puis au cours de ces études, il dit voilà, ce soir, vous avez la possibilité de suivre et de faire une cérémonie d'ayahuasca. Je dis ok, bon, je connaissais pas. J'étais regardée sur Internet. Je me suis fait peur. J'ai dit non, ça, je veux pas. Et puis, il y avait quelque chose qui m'appelait à faire ce truc, quoi. Je peux pas l'expliquer. Donc, c'était le jour de l'Ascension de 2008. Je me rappelle comme si c'était hier. Et j'ai fait cette cérémonie et j'ai vécu une expérience absolument dingue. Et j'ai dit, c'est là que je vais aller. La solution se trouve là. Mais je savais pas encore où et comment. Donc c'était en 2008. Et le groupe qui animait cette cérémonie, ils dit, bon, l'année prochaine, on part au Brésil. Qui c'est qui vient? Je dis, moi. Moi, je viens. Je savais pas très bien où je mettais les pieds, mais je savais qu'il fallait que j'y aille. Et voilà, après, les choses se sont enchaînées. Et c'est vrai que grâce à ces Brésiliens, c'est avec eux qu'on a pu rentrer dans ces tribus de peuples premiers. D'abord les Yawanawa, les Ashaninka et les Puyanawa. C'est des tribus différentes, mais c'est grâce à eux qu'on a pu avoir ce privilège énorme de côtoyer cette médecine traditionnelle qui m'a beaucoup aidée, m'a fait vraiment avancer. Là où le reste bloqué. Ouais, vous avez évoqué le fait que vous étiez passé au travers d'une dépression. Oui. Avant. Et ça, c'était où sortir, ou c'est la rencontre avec ces peuples premiers qui vous a permis de sortir? Ouais. Alors écoutez, après chacun son chemin, moi ça c'était mon chemin. En 2000, non, attendez, je perds un peu les repères. Je me suis mariée en 1990. On a eu 2 enfants et très peu de temps après, mon mari m'a dit qu'il avait rencontré quelqu'un, il est parti. Et puis ça m'a vraiment plongée dans un truc que moi-même je me reconnaissais pas.
Donc, j'ai demandé de l'aide. Cette aide, c'était une aide traditionnelle psychologique, quoi, hein, avec des prescriptions d'antidépresseurs à la clé que j'ai pris de façon diligente parce que j'avais quand même 2 gamines petites et il fallait donner le tour, comme on dit. Mais je sentais que je tournais en rond, quoi. Je tournais dans mon chaudron et je voyais pas la lumière. Et je me dis, moi, je ne veux pas m'anesthésier le reste de ma vie avec ces trucs. C'est pas possible. Donc après, j'ai fait de l'hypnose ericksonienne. Non, d'abord la PNL, la programmation neurolinguistique. Je suis venue, j'ai fait la maîtrise en programmation neurolinguistique, qui m'a amené à l'hypnose, qui m'a amené au décodage biologique, qui m'a amené en Amazonie. Donc c'est tout un processus, mais vous pouvez pas. Enfin, moi, c'était vraiment un appel. C'est là, c'est là que je dois aller. Le pourquoi, je savais pas, mais je savais que c'était le chemin. La fin de mon tunnel se trouvait là. Mm-hmm. Et depuis lors, vous n'avez cessé de retourner en Amazonie auprès des mêmes personnes, des mêmes... Alors, j'y étais chaque année. En 2009, j'ai connu celui qui allait devenir mon deuxième mari. Donc, on était sur le même voyage, mais lui, il venait de France. Donc, on s'est rencontrés là. On s'est mariés 4 ans après. Il est venu en Suisse, etc. Et puis, il est tombé malade en 2017 d'un cancer et il est décédé l'année suivante. C'était 2018. Et après, il y a eu le Covid et tout ça. Et moi, en Amazonie, je suis pas retournée. Je suis pas retournée, mais j'ai pas tiré un trait. Mais je sais que pour l'instant, c'est une pause. Je fais d'autres choses. Mon introspection continue toujours. J'utilise mes moyens à moi. L'ayahuasca, ça a été un gros morceau qui m'a permis, de sortir de là où j'étais, de connaître mon mari, de construire une sorte de deuxième vie, une renaissance. Cet homme m'a amené tellement de choses. Je suis tellement reconnaissante pour ça. Aujourd'hui, je suis encore dans un processus de deuil. Donc, dans une autre phase de construction et reconstruction que j'ai besoin de faire seule. Donc, je sais pas combien de temps ça va prendre, le temps qu'il faut. Et voilà, mais je m'appuie sur d'autres outils, sur d'autres gens. Pour l'instant, l'Amazonie est en stand-by. Je suis partie dans le désert cette année. Fantastique. C'était une expérience vraiment magnifique. Où ça? Dans quel désert? Je suis partie vers Zagora, donc au Maroc. On était un groupe de 6, 2 accompagnants et 6 berbères. Des gens incroyables. Ils ont une connexion. Tout ce que nous, on a perdu, c'est des gens illettrés, ils savent pas lire et écrire. Mais il y a une sagesse dans ces gens. Tu te dis, waouh, quoi. La même que j'ai trouvée dans ces peuples premiers. Cette sagesse qui est une sagesse ancestrale, qui est la sagesse finalement de la nature. Et de laquelle nous sommes coupés et d'où nos mal-être commencent à se faire sentir depuis plusieurs années déjà. Donc, cette coupure avec la nature a engendré, pour moi, c'est ma manière de voir les choses, beaucoup de mal-être. Il y a des gens qui ont peur d'aller dans l'eau, des gens qui ont le vertige, des gens qui ont peur d'aller en forêt, des gens qui sont malades quand il y a du vent, qui sont mal en contact avec les éléments, tout simplement. Donc, réapprivoiser, rééduquer l'organisme à revivre dehors, commence par ça.
Mhm. Et moi, la première, je me suis dit, comment je vais faire pour dormir 9 nuits à la belle étoile? Avec des dromadaires qui te tournent autour. Et puis tu te dis, non, mais c'est juste incroyable. T'as le ciel et t'as le ciel. Et tu veux plus rentrer, quoi. Mm. Donc voilà, un autre chemin, d'autres endroits, d'autres personnes, toujours aussi enrichissants et différents. Mhm. Ouais. Et donc, cette première expérience avec l'ayahuasca, qu'est-ce qu'une plante médecine? Est-ce que c'est la plante qui se parle? Est-ce que ça ouvre des chemins dans le cerveau où on trouve nous-mêmes des solutions? Est-ce que les plantes ont une intelligence comme on l'a posé dans le serpent cosmique de Jérémie Narby, hein, c'est lui qui disait Oui. ça, que les plantes avaient une intelligence. D'où vient ce savoir? Est-ce que tu as ta propre théorie là-dessus, ou approche, ou idée? Ah, je viens de te tutoyer. Parfait. Parfait. Alors que... du coup, je Bah, tutoie. évidemment. Quand je suis arrivée la première fois en Amazonie, moi, je sors de mon université. Je dis, OK, bah, mais tout ce que vous savez comment, quoi. Où est votre bibliothèque, la pharmacie, tu sais, tu cherches tes repères, en fait. Puis les gars, ils sont morts de rire. Et puis, il m'a pris par la main, il m'a fait sortir de la cabane, il m'a dit, ma bibliothèque est là. Et il me montre la forêt. Et puis, j'ai dit, c'est tellement inconcevable pour nous de dire une plante te parle, quoi. Je veux dire, c'est... Qu'est-ce qui se passe, quoi? Et puis après, tu comprends. La première fois que j'ai pris cette boisson, moi, je savais pas à quoi m'attendre. Je savais pas. Je n'ai jamais fait usage de stupéfiants, quels qu'ils soient, hallucinogènes. Ça m'a toujours fait peur. Mais j'ai dit, OK, on y va. Et la plante te parle toujours à un niveau où tu peux comprendre. C'est-à-dire où ta conscience est prête à entendre. Bien sûr qu'elle a des choses à te raconter, mais toi, tu peux pas. Ton niveau de conscience, tu peux pas le décoder pour le moment. Donc, elle te donne, moi, personnellement, elle parle sous forme d'image. Je vois beaucoup de choses. J'entends pas, mais je vois beaucoup de choses. Et c'est souvent très métaphorique. Après, on y met les interprétations qu'on peut, parce que notre conscience en est là. Et après, à travers les rêves, à travers les synchronicités, à travers les gens que tu rencontres, etc., tu dis clac, clac, clac. Les choses commencent à prendre du sens et aller de l'avant. Il y a clairement une intelligence derrière les plantes. Tu le sens. Il y a un esprit qui te parle ou qui te montre. C'est évident. Alors, il y a des plantes maîtresses, comme l'ayahuasca. Il ne faut pas oublier que l'ayahuasca, c'est 2 plantes. Donc, un principe féminin qui est la feuille, un principe masculin qui est la liane, qu'on met ensemble. Mais 2 plantes dans l'immensité de l'Amazonie. Mais comment ils ont su comment mettre ces 2 trucs ensemble, quoi. C'est presque inimaginable. Et comment les préparer, comment les boire, quelles sont les cérémonies, les chants, les icaros. C'est la nuit aussi que ces cérémonies se passent. Et il y a quelque chose qui nous transporte au-delà de nous. Et qui nous met en relation au tout. Voilà. Qui fait, qui travaille sur cette illusion pour laquelle nous souffrons beaucoup, l'illusion de la séparation, que nous sommes séparés. Là, tu comprends qu'on n'est pas séparés. On n'est pas séparés. Et à quelque part, en tout cas pour moi, j'ai senti, OK, je suis pas seule. Je suis accompagnée d'une manière que je n'arrive pas à expliquer toujours, mais je sais que je suis pas seule, qu'il y a quelqu'un avec moi, que
et avoir aussi une forme de respect pour toute forme vivante. Pour les plantes, pour les insectes, pour les animaux, pour les gens. Ça, devant cette immensité, humilité. Vraiment. Donc, notre ego prend une bonne claque et c'est une bonne chose. Ça nous remet à notre place, mais avec bienveillance. Tu dis, ok, toi, t'es là, t'es tout petit. Regarde ce qu'il y a autour. Et on se sent porté et on se sent même, en même temps pouvoir participer, qu'on a un rôle à jouer, qu'on peut, chacun de nous a une sorte de mission sans se mettre la pression de quelle est ma mission de vie. C'est pas le but, mais quelle est cette chose qui me fait vibrer. Ça suffit. On dit qu'on reconnaît sa mission de vie à ça, c'est là où on sent que ça vibre, qu'on a envie de réaliser quelque chose, et en plus où il y a de la facilité à réaliser. On dit que c'est les deux signes extérieurs qui permettent de prendre une direction. Exactement. Mais c'est une vibration particulière. Ouais. Et parfois, on la reconnaît bien, et parfois on la perd aussi vite. Hein? Donc, de rester là, sans se faire déstabiliser par « Ah, mais t'es sûr, ah, mais avec ça, tu vas pas gagner ta vie. » Le doute commence à se mettre dans la tête. Ou c'est pas assez prestigieux, ou on t'a dit que de toute façon, tu n'y arriveras jamais, ou je ne sais pas. Donc, de garder à l'intérieur le souvenir de cette vibration, qui est la vibration de l'amour, hein, rien d'autre. De dire, si je reste là-dedans, je peux pas me tromper. Et si je reste là-dedans, je suis fidèle à moi-même, que ça plaise ou pas, c'est ok. Et d'autre part, je sais que sur mon chemin, je vais croiser les gens qui vont m'aider à conserver cette vibration. C'est un chemin aussi qui peut séparer. Il y a des gens qui peuvent s'éloigner parce que tu as fait un bout avec et puis le chemin se sépare et c'est ok. D'être en accord avec ça aussi, d'être prêt surtout à se séparer de ce qui ne convient plus ou de ce qui nous encombre. De travailler sur nos croyances, de travailler sur plein de choses. Après, vous savez, c'est un grand chaudron. Il y a plein de trucs dedans. Mais c'est un chemin libérateur. Et ça plaît, c'est bien. Ça plaît pas, c'est bien. Comment est-ce qu'on pourrait définir l'aromathérapie si on n'en a pas entendu parler? C'est quoi qu'on essaie de toucher avec l'aromathérapie? On essaie d'extraire le principe actif d'une plante ou c'est autre chose? Et sur quel plan est-ce que ça travaille? Est-ce que c'est au niveau physique? Est-ce que ça va lutter contre des infections, des virus, des microbes? Ou est-ce qu'il y a aussi le versant énergétique? J'imagine qu'il y a les deux. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer un peu plus en profondeur ce que c'est que l'aromathérapie? Alors, l'aromathérapie, c'est l'extraction des essences, donc de ce qui est contenu dans la plante, au travers d'un procédé qui s'appelle la distillation à la vapeur. Il n'y a pas toutes les plantes qui contiennent des essences, d'accord? Et donc, il n'y a pas toutes les plantes qui fournissent des huiles essentielles. On peut utiliser l'aromathérapie, comme j'ai dit tout à l'heure, sur le plan purement physique. Tu as un rhume, tu prends du Ravinsara et c'est ok. Tu veux augmenter tes défenses immunitaires, tu te fais un mélange avec de l'encens. Enfin, il y a des plantes pour ça qui ont des principes actifs qui fonctionnent au niveau vraiment physique. Mais il faut pas oublier que une huile essentielle, c'est quelque chose de vivant. Ça a été extrait d'une plante, donc d'un organisme qui a une intelligence, qui a une histoire,
qui a développé des stratégies de survie, parce que les essences sont ça au départ pour la plante, de protection vers les nuisibles ou de se protéger pour les températures élevées comme l'encens ou la myrrhe. Enfin, c'est des stratégies de survie pour la plante au départ. Et nous, on vient chercher ça pour en faire un usage en médecine traditionnelle, si on veut aussi. Mais est-ce que c'est que ça? Moi, je me dis, mais ok, mais on passe à côté de toute la magie de la plante, en fait. Et la force des huiles essentielles de l'aromathérapie, c'est le véhicule olfactif. Il y a un aromathérapeute italien dont j'oublie malheureusement le nom, qui dit que les huiles essentielles sont des messagers ailés. Et c'est beau comme image, parce que c'est vrai que tu mets ton nez sur une huile, à quoi ça te ramène? Qu'est-ce qu'elle te fait voir? Où est-ce qu'elle te transporte? Elle te transporte dans son monde. Donc c'est une substance qui vibre à une certaine fréquence. Il y en a qui se sont amusés à mesurer les taux vibratoires des huiles essentielles, mais ce taux vibratoire, faut pas oublier qui dépend aussi de la manière dont la plante a été traitée. Comment j'ai cultivé ma lavande, récolté ma lavande, distillé ma lavande, mis en bouteille. Qui a participé à chaque processus? C'est le 5e élément de ce processus alchimique qui est la distillation à la vapeur. Donc chaque intervenant amène son énergie là-dedans. Donc tu peux avoir des huiles de lavande, c'est de la lavande, très bien, qui vont très bien aller sur le plan physique, mais sur le plan vibratoire, c'est peut-être des huiles qui sont pauvres, parce que maltraitées, mal conservées, je ne sais pas quoi. Alors, on est sensible ou on l'est pas, mais je trouve que c'est une grande richesse d'avoir la possibilité de travailler au niveau olfactif avec ces huiles essentielles et voyager avec elles dans leur monde. Alors, pour connaître le côté énergétique d'une plante, chacun va vous dire la sienne. Il faut faire très attention parce que chacun a envie d'avoir raison. Moi, j'ai envie de dire, regardez déjà la plante. Où est-ce qu'elle pousse? S'il y a des fleurs, quelles sont ces fleurs? Quand est-ce qu'elles fleurissent? Sur quel type de sol? Sous quel type de latitude? Ça, c'est la première chose. Et comment elle est dans la nature? Est-ce que c'est quelque chose qui tapisse le sol ou c'est quelque chose qui s'érige vers le ciel? Et puis, à travers les siècles, comment on l'a utilisé? Pour quel type de rite religieux ou peu importe. Ça fait l'histoire. Le nard, l'encens, c'est des huiles qu'on a dans la Bible. On peut pas ne pas en tenir compte. Et puis, à moi, qu'est-ce qu'elle me dit à moi? Parce que moi, je vais la sentir avec mes référentiels, vers où elle m'amène, et je sens où elle travaille, si j'en ai besoin ou pas. Et on dit en général que plus une huile nous répugne, plus elle mérite de travailler. Ah ouais. Ouais. Il y a un parfum c'est compliqué. C'est peut-être l'occasion, l'opportunité de dire qu'est-ce qui fait que elle me répugne. Après, il y en a qui ont cette curiosité, il y en a qui l'ont pas. Ok. Mais qu'est-ce qui fait que j'aime pas? Pourquoi j'aime pas? Parce que l'histoire, c'est pas d'adorer ou de détester. L'histoire, c'est d'apprécier la plante pour telle qu'elle est. Pas être dans un excès d'adoration ou diabolisation.
de rester dans le milieu. Ok, il y a des plantes vers lesquelles j'ai une facilité, d'autres un peu moins, mais ça reste. C'est pas des plantes que je déteste ou j'adore. Voilà, je reste dans quelque chose qui est le message de la plante en fait. Et comment quelqu'un sait quelle plante il doit prendre? Est-ce qu'il y a une manière de savoir quelle plante quelqu'un doit prendre? Alors si on a des... comme pharmacienne, évidemment, tu dois savoir quand il y a des questions physiques à résoudre, par exemple, qu'est-ce qui peut lutter contre un rhume ou contre une grippe ou ce genre de choses. Mais sinon, de manière plus générale et énergétique, comment est-ce qu'on sait que telle personne devrait plutôt prendre cette plante ou cette autre plante? Ce n'est pas moi qui décide. Je n'ai pas ce pouvoir de savoir de ce dont quoi la personne a besoin. C'est pas dans mes mains. Donc, j'ai un outil qui a un coffret avec des huiles dedans. Le nom est caché. Je demande à la personne de tirer 3-4 huiles pour que je puisse faire le mélange. Avec une question bien précise au départ. Et puis je leur fais mettre le nez dessus. Et je leur explique un peu à quoi ça sert, mais dans les grandes lignes pour pas trop les influencer dans leur travail. Et je fais un mélange à partir de ça. Les enfants, c'est extraordinaire, travailler avec les enfants, parce que je leur ouvre mes tiroirs, puis dis, tu veux laquelle? Puis regarde, puis ils choisissent. Puis mettre le nez dessus, tu aimes? Oui, j'aime. Puis je travaille comme ça. Il n'y a pas de mental, il y a juste une intuition. Et encore une fois, les huiles ne travaillent pas à notre place. C'est pas ça. Ça serait trop facile et ça se saurait. Les huiles sont un support de travail qui se décline sous forme de spray aurique pour appliquer sur l'aura ou sous forme de roll-on ou sous forme de diffusion. Mais j'essaye vraiment d'impliquer la personne dans ce travail. Dire, ok, tu as voulu soulever le couvercle, il y a un gros lapin qui est sorti, maintenant on va en prendre soin et voilà ce qu'on peut faire avec les huiles et comment elles peuvent t'accompagner là-dedans. Mais c'est un travail en conscience. C'est un travail, si la personne n'y met pas du sien, ok, mais pas croire que c'est la baguette magique et que les problèmes vont passer comme ça. Sinon, je donnerais une aspirine pour faire passer le mal de tête. Ça, je sais faire. Et donc, alors, les gens viennent avec une question, une problématique. Oui. Ils posent cette problématique, ils t'en parlent, ils s'ouvrent à toi, un peu comme une psychologue ou pas? Ou comment est-ce que se passent les premiers pas, une première séance? Les gens viennent et puis la première question, qu'est-ce qui t'amène? Qu'est-ce qui t'amène? Mais c'est tout type de questions. Donc, en 1 heure, on n'a pas le temps de décortiquer 40-50 ans de vie. Là, je mets à contribution mes connaissances en PNL et autres. Et puis, j'ai un support avec des cartes qui permettent de mettre en lumière des blocages et ou des ressources que la personne a en elle mais ne voit pas encore. Mais d'abord, ce qui compte, c'est le blocage. Donc, qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à faire ça, ou je me trouve toujours confrontée aux mêmes situations, ou j'arrive pas à évoluer, ou j'arrive pas à pardonner. Enfin, plein de questions, 36 millions de questions, quoi. Ça, c'est... Mais ces cartes ont l'avantage de... Je peux les montrer? Bien sûr, bien sûr. C'est Après, il y a toutes sortes de supports, hein, de tarot, en veux-tu, en voilà, mais j'aime bien travailler avec ces cartes. C'est des cartes haut. Ça s'appelle des cartes haut, et vous avez chaque fois ces 2 cartes. Et vous avez... on pose la question... Qu'est-ce qui bloque dans cette problématique, par exemple? Vous tirez une carte où il y a des
un mot chaque fois. Il y en a 88. Et sur laquelle on pose une autre carte qui est où il y a des images, où il y a pas de visage vraiment dessiné, ça peut être des symboles, ça peut être juste ou des animaux. Et puis qu'est-ce que évoque la combinaison de ces deux cartes chez la personne? À quoi ça fait référence pour elle? Et puis là, on va creuser. Et généralement, ça marche bien. Et j'utilise moins le tarot parce que le tarot, il y a beaucoup de gens qui le connaissent. Donc, quand tu tires une carte, ils ont déjà leur interprétation avant qu'on puisse en faire une. Et donc, voilà. Pourquoi j'utilise des cartes neutres comme ça, ou très imagées, où la personne, peut-être, tiens, ça me rappelle ça. Ah ouais, un événement tel et tel dans le passé qui s'est passé et qui a bloqué à un moment donné, ou je sais pas quoi, mais il y a des vieux trucs qui peuvent vraiment sortir. Et puis les gens sont là, non mais c'est incroyable, Et il dit, ouais. Quand la question, le gros du travail, c'est poser la bonne question. Ouais. C'est le gros du truc. Que ça soit juste, parce que si la question n'est pas juste, les cartes répondent un peu à côté. Donc, si la question est juste, la réponse est juste. Ouais. On a pu tester avant cette interview. J'ai quand même été assez épaté par en tout cas la première réponse. La deuxième, je dois encore travailler dessus. Ouais. Mais c'était dans le mille, en tout cas. C'est assez bluffant. Ouais. Parce que ça veut dire que deux choses, que ta question était juste. Et la deuxième chose, c'est que c'est prêt à être travaillé. Aussi. Parce que au niveau de la conscience, on est bon. C'est OK, c'est le bon timing. Parce que c'est arrivé à maturité. C'est le moment de bosser. De prendre le taureau par les cornes. Ouais. D'accord. Alors, comment est-ce que tu choisis tes huiles essentielles? Est-ce que toi-même, tu fais le processus d'extraire les huiles à partir de la plante, ou est-ce que tu vas les chercher chez des producteurs? Comment tu choisis tes huiles? Non, je ne distille pas. Enfin, j'ai un petit alambic à la maison. Je distille la lavande, la menthe, qu'est-ce que j'ai encore? La sauge. J'ai fait... qu'est-ce que j'ai fait encore? De la camomille. Mais c'est des rendements tellement dérisoires que c'est plus faire la manip qui est magique que ce que tu obtiens à la fin. C'est plus pour aller récolter. J'ai une copine avec qui je fais ça tout le temps. On est les deux. C'est nos après-midi. Il y en a qui font des confitures. Nous, on fait des distillations. Mais on retire que des hydrolats. Donc l'hydrolat, c'est la partie aqueuse du processus. C'est imprégné de la plante, ça a l'énergie de la plante. C'est moins puissant qu'une huile essentielle parce que le véhicule olfactif n'est plus là. Mais c'est magique. Moi, j'adore ça. On fait des après-midi de distillation. Donc non, je ne fais pas mes huiles parce que, un, j'ai pas le temps. Deux, il faudrait des hectares de terrain pour pouvoir cultiver. C'est un travail de fou, quoi, vraiment. Et on se rend pas compte, quand on a une huile essentielle, du travail qu'il y a derrière. Oui, c'est difficile à imaginer d'ailleurs. Comment est-ce que ça se passe? C'est des gens qui sont spécialisés là-dedans? Oui. Il y a les gens qui cultivent. Si on prend la lavande, toute simple, il y en a plein à côté de chez nous aussi, en France, en Provence, etc. Il y a plusieurs types de lavande, suivant où elles poussent. C'est des lavandes différentes. Il y a déjà ceux qui cultivent, donc qui entretiennent ces lavandes, qui les font pousser, qui les récoltent. Ensuite, ils les coupent, ils l'amènent distiller, parce que ça, c'est encore quelqu'un d'autre, généralement, qui fait. C'est un distillateur qui s'y connaît, parce qu'on ne distille pas la lavande de la même manière qu'on distille un sapin ou qu'on distille du romarin. Chaque plante a son procédé particulier, quoi. Donc, il y a un savoir-faire derrière.
Et j'ai rencontré il y a quelques années en arrière un distillateur dans la Drôme de lavande. Le monsieur, c'était, je sais pas, mais 30 ans qu'il distillait de la lavande. Pour moi, les lavandes sont assez pareilles au niveau olfactif parce que j'ai pas éduqué ça. Mais lui, c'est exactement d'où vient la lavande, qui lui a amené, de quelle eau il s'agit, parce qu'il a développé une sensibilité autour de cette plante qui est juste incroyable. Donc, quand on a 10 millilitres de lavande et les gens se disent « Ah, mais ça fait 20 francs !» Je dis « Allez récolter de la lavande sous le soleil, de la Drôme en plein midi à des altitudes pas possibles, redescendre la lavande, la distiller, la cajoler, la laisser reposer, la conditionner. Tu vas voir que 20 francs, c'est pas beaucoup. Ouais. C'est encore cet amour du travail bien fait avec le vrai travail manuel, le vrai travail artisanal derrière. Oui. Et on se rend pas compte, on a l'impression que tout vient facilement et que tout est en bouteille et on n'imagine pas le travail. Non. Et c'est vrai que moi, de plus en plus, j'essaye de travailler avec des huiles qui viennent de plantes d'ici. D'éviter de dévaster l'Amazonie pour obtenir du bois de rose ou je ne sais pas quelle huile précieuse, quoi. On a un terroir ici qui permet d'avoir vraiment une palette de plantes incroyable, hein, vraiment. Et puis, ces plantes-là, elles ont notre énergie. Elles sont poussées sur où on vit nous. Donc, elles ont une autre manière de communiquer avec nous. Donc, je trouve que c'est... Ouais, il faut faire attention. Parce que ça... Autour de l'aromathérapie, il y a bien un business, hein, clairement. Ouais. Donc, attention à ce qu'on fait avec la nature, comment on la traite. Donc, moi, bois de santal, j'en achète plus. Je veux dire, il y a des huiles que j'ai bannies de mon répertoire, c'est fini. Parce que les massacres, enfin, je les ai vus en Amazonie. Ça fait, j'ai encore beaucoup d'émotions quand j'en parle parce que c'est vraiment quelque chose qu'on s'imagine pas l'ampleur que ça peut prendre. Donc, des plantes de chez nous. On a du mélèze, on a de la rolle en Valais, on a de la sauge, on a plein de trucs, du pain, du sapin, mais fantastique ici chez nous. Ouais. Comme ça, je l'ai choisi. Un peu au feeling. Certaines personnes disent que les préparations d'huiles essentielles ou en tout cas pour les maux courants, on va dire pas au niveau énergétique, mais pour se soigner, ce n'est que l'effet placebo qui marche. Qu'est-ce que t'en dis? Eh ben, si c'est que l'effet placebo qui marche, au moins ça marche. Je ne m'arrête pas à savoir qu'est-ce qui marche, si ça marche. C'est tout. Moi, quand j'ai des gens qui... Après, il faut avoir cette ouverture. Il y en a qui disent, non, moi, vos huiles, vos petites plantes, je les veux pas, c'est OK. Ils veulent du chimique, j'ai la pharmacie qui est pleine pour ça. Et puis, quand ils veulent partir sur autre chose, j'ai une alternative. Et une bonne alternative. Donc, voilà, il y en a qui veulent pas creuser, veulent pas savoir, et c'est OK pour moi. Si tu te fais 6 cystites en une année et puis tu prends 6 fois un antibiotique dans l'année, mais c'est OK pour toi, OK. Si à la 7e fois t'en as ras-le-bol et puis tu commences à te poser la question, mais qu'est-ce qui fait que j'ai toujours ça? Ah ben alors on va creuser. On va creuser. Parce que c'est là. Ça veut dire que il y a une petite lumière qui s'est allumée, qui dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui fait que ça vient toujours sur le même organe qui est touché? OK. Si on a éliminé du point de vue médical toutes les pathologies graves, parce que ça, il faut, je veux dire, les plantes ne sont pas épanachées pour tout, hein, mais dire que si, du point de vue médical, il n'y a pas de dysfonctionnement ou de grosses
de gros pépins, qu'est-ce qui fait que? Alors là, on va chercher. Et souvent, on trouve. D'ailleurs, l'effet placebo, on a tendance à le mettre en opposition à un effet efficace, mais pourquoi pas le mettre en accompagnement? J'entends, c'est très bien. Si ça provoque un changement à l'intérieur de la personne, si c'est... Voilà, autant en profiter, j'entends. Mais clairement, pourquoi donner 10 milligrammes si je peux donner 1 gramme? 1 milligramme, pardon. Donc, les plantes, c'est la même chose. Quand je travaille au niveau énergétique, je travaille avec l'énergie de la plante. Donc, que je mette une goutte de mon huile essentielle ou 10 gouttes dans le même mélange, la seule chose qui change, c'est l'odeur. Mais l'énergie de la plante, elle est là. Ouais. C'est le principe de l'homéo, hein, un peu. Il y a une mémoire qui est là. Donc, dans mes mélanges, quand je mets de la rose, hein, si je mettais 4 gouttes de rose dans mon mélange, les gens partiraient avec des mélanges avec des prix faramineux. Donc, je prends de la rose que je dilue, mais il y a au moins l'énergie de la rose dans le mélange. Et ça change tout. Qu'est-ce que tu penses de la théorie des signatures de Paracels qui rapprochait la forme de l'efficacité de la plante, hein? Par exemple, il y a des tas d'exemples. On dit que les noix, par exemple, sont bonnes pour le cerveau parce qu'elles ont des formes de petits cerveaux, ou d'autres plantes qui sont rouges et qui seraient bonnes pour le sang. Est-ce que tu as l'impression que la nature nous parle aussi au travers de symboles comme ça et nous aide à trouver des... Oui. Enfin, moi, c'est un truc qui me fascine complètement, quoi. Elles ont leur moyen de communiquer avec nous. Donc, elles le font comme elles peuvent. À nous d'observer d'une façon, je dirais puérile. Ou avec cette magie, cette innocence. Ah ouais, tiens, ça ressemble à un cerveau. Ok, ben, un adulte peut-être va plus analyser, plus chercher le sens, le pourquoi du comment. Un gamin, tu dis, ah, ça ressemble à une cervelle. Ok, ben, peut-être que, effectivement, on peut aller plus loin. Cette théorie des signatures, moi, elle me fascine, quoi. Je trouve que c'est un sujet intarissable. Tu vois, un cyprès, ça fait des... T'as déjà vu, hein, les fruits du cyprès. Utile pour la circulation, les hémorroïdes, et puis c'est en plein dedans. C'est juste. C'est juste. Même les principes actifs, après, avec nos HPLC, tout, on sait que c'est... Il y a des principes actifs qui fonctionnent pour ça, mais au départ, on sait comment que cette plante est utile pour ça. En Amazonie, les plantes maîtresses leur disent de prendre telle plante pour travailler, mais sinon ils observent où elle pousse, qu'est-ce qu'elle fait, les ancêtres, comment ils les ont utilisées, préparées. Oui, les plantes ont cette sagesse, hein, que nous, quand je vous dis que on s'est coupé de ça. Mais tout est là, encore une fois. Oui, ok, mais je commence par où? C'est tellement monstrueux, immense comme domaine que c'est... Enfin, moi, c'est quelque chose qui me fait vibrer vraiment, quoi. Ah, donc, je vais pas forcément savoir si c'est distinguer un arbre d'un autre, c'est pas mon but. Moi, je le regarde. Je le regarde et comment il est, où il pousse, comment est l'écorce, est-ce qu'il y a une odeur particulière, qu'est-ce qu'il me raconte? Parce que plus je sais de choses scientifiques sur l'arbre, moins je coupe mon côté intuition. Et ça, c'est la même chose avec les huiles, quoi. À la limite, je veux pas savoir, tu me mets un truc sous le nez, ok, je vais voir où elle m'amène. Mais ne me dis pas ce que c'est, parce que sinon mon mental commence à travailler et puis c'est fini. La magie termine. Comment t'expliquerais en fait que cette corrélation entre
cette théorie des signatures entre la forme et la fonction? Pourquoi est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'il y a une volonté de communiquer? Est-ce que c'est la volonté des plantes? Est-ce que il y a Rupert Sheldrake, j'imagine que tu connais, qui a la théorie des champs morphiques, où les choses prennent des formes parce qu'elles sont guidées par des champs invisibles. On ne sait pas de quoi ils sont faits, s'ils sont électriques ou sonores, qu'on peut pas entendre, mais des champs d'une qualité quelconque, qui donnent la forme aux choses autour de nous. Est-ce que ça viendrait de ça? Est-ce que les formes sont là parce qu'elles sont vibratoirement proches l'une de l'autre et donc une noix est bonne pour le cerveau parce qu'elle a une vibration proche du cerveau? Qu'est-ce qui explique pour toi cette corrélation? Une sacrée question, hein. Tu sais, il y a eu un moment où j'essayais de donner du sens à tout, de chercher le pourquoi du comment de tout. Et au fur et à mesure de mon chemin avec l'ayahuasca, les champignons hallucinogènes, enfin toute cette magie du monde végétal, je me suis aperçue qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand que nous qui gère ce genre de choses. Et à nous d'en trouver la magie. Moi, j'ai arrêté de savoir le pourquoi du comment. Ça m'intéresse plus. C'est plus l'émerveillement devant cette perfection qui me scotche à chaque fois, quoi. Mais de me dire pourquoi, je n'ai pas la réponse, pour l'amour du ciel. Mais il y a certainement une réponse, comme tu dis, au niveau des champs morphiques, au niveau de quelque chose de plus grand que nous, de plus parfait, enfin, qui nous dépasse complètement et qu'on peut toucher si on se rapproche de la nature. Parce que la nature nous enseigne vraiment la patience, le rythme, tout par l'observation d'une simple plante. On a tout devant nous, quoi. Mais on a perdu ça. On l'a perdu, vraiment. Quand moi, je voyais les indigènes ou les berbères dans le désert se balader, nous, à la limite, on est craintifs dans une forêt, en tout cas comme la leur. Eux, ils sont pieds nus, jupette en raffia et youpala, quoi. Mais ils ont tous les codes. Ils savent exactement qui est où, qui fait quoi. S'il y a un scorpion, une vipère, un truc quelque part, ils savent tout. Parce qu'il y a une connexion H24. Parce que sinon, ils survivent pas dans une ambiance comme ça. Donc, ils sont en connexion avec cette nature de façon extraordinaire, quoi. C'est vraiment magique, voilà, de les voir. Mais c'est quand même étonnant qu'on dirait que chaque fois qu'il y a une connexion avec la nature qui est possible, elle est possible pour des petits groupes humains. Dès que ça devient grand, il faut une organisation avec beaucoup plus de contrôle. Et puis on s'éloigne forcément de la nature. Moi, je pense ici à l'organisation religieuse, par exemple, où on a fait cette chasse aux sorcières, où les grimoires étaient interdits, on pouvait pas se transmettre des recettes pour guérir et tout ça. Enfin, on était vite accusés de sorcellerie pendant une certaine période en Europe. Et c'est comme si le contrôle d'une forme d'État avait besoin de s'éloigner de la nature pour pouvoir mieux contrôler l'humain. Est-ce que c'est... Et puis là, on le retrouve aujourd'hui. Aujourd'hui, la société est très cadrée. Tout le monde sait absolument ce qu'il doit faire. On paye des impôts. Enfin, il y a plein de choses où on est surveillé de manière plus ou moins sympathique selon les régimes dans lesquels on se trouve. Mais on est quand même toujours surveillé, monitoré, contrôlé. Voilà, on peut pas prendre des chemins de traverse. Et ça nous éloigne de la nature. Mais on dirait qu'il y a toujours un peu cette balance entre la volonté de créer des sociétés qui évoluent, et puis qui évoluent des fois pour
le bien aussi, est cette tension entre le retour à une nature qui nous enseigne directement. C'est comme si les deux étaient impossibles à vivre en même temps. Je parle de mon expérience, hein, je ne veux pas faire des généralités pour l'amour du ciel. Mon expérience, c'est que le rapprochement que j'ai eu avec la nature m'a permis d'avoir ce qu'on appelle, si je peux appeler ça comme ça de façon très modeste, une sorte d'éveil de conscience. Et l'éveil de conscience te permet de commencer à penser par toi-même. Et ça, on n'aime pas. On n'aime pas les gens qui pensent tout seuls. Donc, voilà. Le fait de rester dans quelque chose de simple, de pas avoir besoin de 3 voitures, 5 sacs Gucci ou de rouler en BMW. On est loin de la vraie nature, de la vraie vie, de vraiment qui nous sommes profondément. Plus on se rapproche de soi, moins on a besoin de choses, de matériel, vraiment. Hein. Et ça, ils aiment pas. Parce que quand tu commences à penser par toi-même, t'es moins manipulable. Bien sûr que tu dois rentrer dans un cadre, bien sûr que tu dois payer des impôts, bien sûr que il y a une manière de vivre qui est conventionnelle, mais t'es pas dupe de l'histoire. Et n'être pas dupe, ça veut pas dire que tu vis dans une cabane au milieu des bois et que tu t'envoies péter tout le monde, c'est pas ça. Mais de commencer à réfléchir, hein, au-delà de ce qu'on te présente. Tu vas te dire, ok, de pas croire à tout ce qu'on te dit. Tu vois, ça c'est le 5e accord Toltec qui dit, soyez sceptiques mais apprenez à écouter. Dire, si un jour on te dit, Alban, la terre est plate. Ok, bah écoute, je vais voir. Je vais m'informer, je vais regarder et puis je vais m'en faire une opinion moi. Peut-être que je trouve qu'elle est plate, que je suis d'accord avec toi, c'est très bien. Et puis dire non, moi je suis pas d'accord avec toi. Pour moi, elle est ronde. Le débat s'arrête là, quoi. Mais de dire ok, pas ingurgiter tout ce qu'on nous donne comme étant la vérité pure et dure. Les gens, on les tient par les peurs. C'est tout. Et c'est vrai que quand tu fais un chemin comme ça d'éveil de conscience, tu fais le tri dans tes peurs. Vraiment. Même la peur de mourir. Bien sûr qu'on a tous plus ou moins peur de perdre le pied, passer de l'autre côté. Mais finalement, si c'était autre chose, est-ce que j'aurais encore vraiment besoin d'avoir peur, même de ça? Ok. Donc, c'est un processus qui pacifie beaucoup. Ça ne veut pas dire que je m'en fiche de tout, mais qui remet un peu les choses à leur place, quoi. Le discernement, et les gens qui pensent par eux-mêmes, on n'aime pas ça. Bien d'accord. Est-ce qu'il y a dans le milieu universitaire ou hors du milieu universitaire, parce que des fois il y a des études sérieuses hors du milieu universitaire, mais des études sérieuses sur l'effet des huiles essentielles? Est-ce qu'il y a des études comparatives sur des cohortes? Oui, de plus en plus. Ouais. Ouais, de plus en plus parce que justement, on commence à en parler de cet aroma. Notamment dans tout ce qui est infection, parce qu'on n'a plus d'antibiotiques. Hein. Je veux dire, ça fait je sais pas combien d'années où on n'a plus sorti une seule molécule nouvelle d'antibiotiques. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, on a pris beaucoup de scientifiques se tournent vers l'aromathérapie parce que les huiles essentielles ont un autre mécanisme d'action que les antibiotiques. Et oui, pour atterrir dans le marché, pour se faire connaître, on a besoin de preuves scientifiques. Donc, au jour d'aujourd'hui, on voit quand même plein d'études sérieuses qui sortent grâce à l'essor que l'aromathérapie a pris. Finalement, l'industrie a commencé à s'intéresser à ce nouveau
nouvelle médecine, quoi, qui n'est pas une médecine douce, hein, l'aromathérapie. Faut s'y connaître. Je dirais, il y a les plantes, c'est pas des... Elles peuvent être dangereuses si elles sont pas utilisées correctement. Donc, oui, il y a plein d'études. Et petit à petit, on voit arriver des médicaments enregistrés par Swissmedic, donc à base de lavande. Tu dis, ok. D'huile essentielle de lavande. L'huile essentielle de lavande. D'accord. Et c'est pris comment alors que ça passe par le milieu pharmaceutique? C'est sous forme... C'est sous forme de gélule, mais dedans, dans la gélule, il y a, je sais plus, 40 mg d'huile essentielle de lavande vraie, pris pour les problèmes d'insomnie. Je dis, waouh! Ou les problèmes d'anxiété. Enfin, on y arrive. Mais parce que l'industrie a vu que, à travers les études, l'acétate de linalyle, qui est une des molécules contenues dans la lavande, a une certaine activité au niveau des récepteurs XY. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais où il y a administration, effet, résultat. Ok. Et t'en fais 1, t'en fais 2, t'en fais 200, t'en fais 1000. Et pour finir, tu dis, ok, on va donner 2 gouttes de lavande pour faire dormir les gens, pour les calmer, enfin. Ça veut dire que la botanique pourrait revenir dans les études de pharmacologie ou les Mais moi, je le souhaite, hein, vraiment. Mais tu vois, maintenant, il y a plein de gens qui partent, hein, des botanistes, hein, parce que il faut, reconnaître une plante n'est pas une chose aussi facile. Il y a plein de botanistes qui organisent des cueillettes dans la nature, qui t'apprennent à reconnaître les plantes, à les préparer, à savoir à quoi elles servent. Il y a plein de trucs sympas qui se font aujourd'hui. Oui, oui. Et de laisser les enfants, cultiver des haricots, voir des trucs pousser, ça, c'est juste cette magie-là, quoi. C'est un petit truc qui s'apprend très, très jeune. Mais par exemple, dans les études de pharmacie, on n'apprend pas du tout la botanique aujourd'hui. Ça revient pas. Alors, c'est pas écoute, là, je suis un peu déconnectée. Moi, j'ai appris ça c'était 1985. Donc, tu vois un peu le saut que tu me fais faire. Mais oui, on avait des excursions de botanique. On avait ça. On faisait mais c'est d'ailleurs pour ça que je suis arrivée en pharmacie, parce que j'adorais bidouiller avec les plantes et puis faire des préparations, puis faire des percolations, enfin des choses qu'on fait plus, qu'on a complètement perdu dans notre métier. Et c'est pauvre aujourd'hui, notre métier. Mais alors, l'aromathérapie m'a réconciliée avec ce côté-là, parce que du coup, je refais des suppositoires, des crèmes, des bidules. Enfin, je fais plein de choses parce que je retrouve ce côté pas médicament, j'aime pas, mais cette magie, quoi. Comment administrer une huile essentielle qui n'est pas que un médicament. Voilà. Et puis la voie orale, par la bouche, les huiles essentielles, là, ça va un jour ou deux après. C'est costaud. Hein. Ouais. Donc, l'aromathérapie, elle est facile parce qu'elle pénètre à travers la peau. Donc elle va dans le sang directement. Ça, c'est une voie d'administration excellente, puis respiratoire. Et donc, tu as un centre de formation? Alors, c'est pas un centre de formation. D'accord. C'est un petit site où je propose des stages. Je me disais, quand je suis entrée d'Amazonie, je me disais, mais comment transmettre ça? C'est-à-dire, comment aider les gens à se rapprocher de la nature au travers de l'aromathérapie, au travers des plantes, Donc, sans devoir leur administrer, je sais pas, des champignons hallucinogènes ou de l'ayahuasca pour comprendre ce que c'est, tu vois. Donc l'idée est venue de faire des voyages chamaniques avec le tambour. Le tambour, avec une certaine fréquence de battement, tu fais des voyages dans le monde d'en bas, en ayant
une plante, une essence, un flacon d'huile essentielle que tu as choisi suivant la question que tu as posée, et d'aller demander à la plante, aide-moi à comprendre. Un peu comme on fait avec les cartes, hein, mais en faisant un voyage qui est propre à chaque personne. Donc, voilà, j'anime ça sur 2 jours, j'ai un plaisir immense. J'amène les gens en forêt, on fait des mandalas dans la nature, on fait des bâtons à brûler avec de la sauge et du romarin, enfin, un truc simple, quoi. Simple, mais se réunir autour d'une huile essentielle ou d'une connaissance. Moi, je connais pas tout, de loin pas. Mais j'ai l'amour pour cette médecine et je pense que ça suffit pour me porter à organiser ce genre de choses. Et voilà, après, ma formation en PNL, en hypnose, et j'ai animé pendant plusieurs années avec mon mari qui est décédé des stages de développement personnel. Je veux dire, je ramène toujours à l'ici et maintenant. De pas rester dans le monde des cuicui les petits oiseaux, quoi. C'est ici, dans le concret. Ok, aujourd'hui, problème idéal. Hein, pas penser que lui, là, elle fait le boulot à ta place. Non, concrètement, dans la vraie vie, dans tous les jours, quelle est la pensée, l'action, le comportement que tu adoptes pour changer vraiment. Et donc, c'est du concret, quoi. C'est ça que j'aime, parce que l'aromathérapie me permet aussi de travailler au niveau psychologique aussi, pas ce qu'on dit perché. Parce qu'après, dans cette médecine de l'invisible, il y a un peu tout et n'importe quoi. Hein. Donc, c'est difficile souvent de faire le tri. Tu as gardé, on va dire, un côté quand même un peu scientifique, un peu terre-à-terre, en rapport avec mais heureusement, la médecine de l'invisible, comme tu l'appelles. Ouais. Mais heureusement, je veux dire, moi, si je sens que la personne en face de moi, il y a quelque chose que j'arrive pas à... Là où je sais que je peux pas pouvoir l'aider, je passe la main. Je joue pas à l'apprenti sorcier ou je sais pas quoi, face à une pathologie qui m'échappe. Je dis là, désolée, mais ça dépasse mes compétences. Je ne fais pas des plans qui peuvent être dangereux. Je m'appuie sur des connaissances. Mes connaissances se basent sur une côté scientifique, ouais, d'accord. Tout l'autre côté énergétique, ok. Mais il y a aussi, je suis en apprentissage aussi, hein, donc les gens m'aident à apprendre. Mais je connais de loin pas tout. Donc, non, j'ai un côté terre à terre qui m'aide à aller de l'avant. Et là, tu travailles vraiment que pour accueillir des clients qui viennent chez toi. Tu n'es plus dans le milieu hospitalier en pharmacologie. Non, je suis chez moi. Mais ils viennent aussi pour des problématiques d'eczéma, de trucs comme ça, tu vois. Donc, oui, ils viennent aussi que pour ça. Mais derrière, tu sais, il y a des gens, ils veulent juste une pommade appliquée. Je dis, ok, ça, j'ai pas de souci. Mais il y a des gens qui ont besoin de savoir pourquoi l'eczéma est là. Ok, alors on va creuser. Mais je pousse pas les gens à aller creuser là où ils veulent pas aller. Ouais. C'est leur liberté. Et ça, je respecte. Quoi. Il y a des zones qui sont très inconfortables à aller visiter. Donc, chacun son rythme, chacun ses moyens, ses possibilités. Donc toi, tu aides les personnes qui le désirent à ouvrir des portes grâce à l'aromathérapie, qui est en fait un soutien psychologique, on va dire. Psychologique, olfactif, et puis, énergétique. Qui va aider la personne à faire son chemin. Donc il y a des conseils que tu vas pouvoir leur donner, de peut-être méditer sur une odeur, méditer avec une plante, penser à leurs problématiques et essayer de trouver des solutions. Est-ce que tu accompagnes les gens dans ce processus selon leurs demandes ? Oui.
tout à fait. Comment ça se passe, un cas typique Un cas typique, la personne vient, comme je te disais, elle dit, ok, moi, j'aimerais, j'en ai marre de, je sais pas, quoi, de me retrouver devant toujours le même type de situation, ou savoir pourquoi j'arrive pas à débloquer cette situation ou une autre, vers quoi je bute. Ok, je dis bon, enfin, tirage de cartes, ça passe, ça met en lumière très vite les choses. La manière dont il parle, la manière dont il bouge, pour moi, tout est un signal, en fait. J'observe finement quels sont les mots qui sont utilisés, etc. Donc, et après, comme je te dis, on interprète les cartes, je laisse la personne parler. Et puis, ok, maintenant, dans la vraie vie, on fait quoi? Qu'est-ce que vous êtes prête à faire? Quel est le premier petit pas que vous êtes prêt à faire et qui signe le changement? Parfois, les gens cherchent des trucs beaucoup trop loin, beaucoup trop... Je fais toujours cet exemple, ça fait longtemps, ça, une femme qui voulait se séparer de son mari, mais elle n'arrivait pas. Elle n'arrivait pas, quoi. C'était très difficile pour elle de le quitter. Et puis, un jour, elle est venue me dire, écoutez, là vraiment, je n'en peux plus. Je ne veux pas le quitter mal ou en colère, mais je ne sais pas quoi faire. Je dis, ok, quel serait le signe pour vous dans la matière qui signe cette séparation? Elle pensait déjà à des trucs impossibles. Et puis finalement, on a passé en revue un peu son quotidien. Et puis, on est arrivé, le geste était celui de séparer sa brosse à dents, de la mettre dans le verre d'à côté. Un truc petit, un geste petit, mais qui dans son esprit avait posé un acte. Je me sépare. Je suis plus avec. Et le chemin s'est enchaîné. Donc, elle a eu ensuite, chaque chose a été posée en conscience. Quand elle posait sa brosse à dents dans le verre d'à côté, elle savait consciemment qu'elle faisait un geste vers cette séparation qu'elle souhaitait. Donc, ça lui a donné de l'assise, du courage, de la conscience qu'elle a pu mettre derrière cet acte qu'elle a posé plus tard, mais avec élégance, avec respect, avec bienveillance avec l'autre personne. Elle a fait ça vraiment très bien, quoi. Donc, dans la vraie vie, comment ça se passe? On a l'impression que dans notre société moderne, il y a de plus en plus de maladies qui viennent. Enfin, on n'a pas seulement l'impression. Alors, soit on peut les détecter de plus en plus parce qu'on a des moyens de plus en plus précis pour détecter les maladies. Mais on a l'impression qu'il y a des tas de témoignages et des études d'ailleurs qui disent qu'il y a un siècle, il n'y avait pas autant de problèmes de diabète, par exemple, et qu'il y a une explosion de cancer depuis les 30 dernières années. On vit dans des environnements extrêmement pollués, mais pollués, c'est pas seulement la pollution dans l'air, c'est la pollution, on peut imaginer électromagnétique, on peut aussi imaginer au niveau des humeurs, des relations entre les gens. C'est un concept très très large. Avec toutes ces questions de pollution extérieure qui viennent influencer sur notre santé, est-ce que c'est vraiment la substance, la plante qui va nous aider à nous soigner de ça, ou c'est plutôt la décision qu'on va prendre de changer quelque chose dans notre vie et de changer notre rapport à notre environnement, que ce soit la nourriture, les gens, comment est-ce qu'on va interagir avec ça? Est-ce que la plante nous donne le premier pas pour essayer de se soigner soi-même, de se guérir soi-même, ou est-ce que c'est la plante qui a vraiment un effet thérapeutique direct, comme l'aspirine qui va enlever les symptômes du maux de tête? C'est difficile tes questions. Mon Dieu. Alors, non, moi je pense que, enfin, en fait, ce que j'observe, moi, dans ma pratique, c'est souvent qu'on se rend compte des choses à travers nos enfants.
T'as un gamin qui est tout le temps malade et qui te fait des infections respiratoires tous les hivers. Et il s'en sort pas, et puis il pleure tout le temps, et puis aujourd'hui ils sont tous hyperactifs. Oh, tu te dis, mais regardez où vous vivez, comment vous vivez, qu'est-ce que vous mangez, qu'est-ce que vous lisez, qu'est-ce que vous regardez à la télé, quelle musique vous écoutez, quelles sont les activités que vous faites. Tout ça, c'est chaque élément contribue à être un perturbateur à quelque part. Hein. Aujourd'hui, on lit plus une histoire aux gamins. On leur file un moment une tablette et puis. Mais où est fini le bon sens, quoi. Donc, quand les parents se trouvent confrontés au mal-être de leurs enfants, ils sont, enfin, c'est un peu dur à dire, mais c'est au travers eux qui se réveillent. Donc, ils prennent conscience que oui, il y a des choses à changer. Il y a des choses à changer, des habitudes à changer, des manières de faire, des manières de s'alimenter, des manières de se rencontrer. Et la plante vient en support. Vient en support parce que la plante est là pour communiquer avec cette partie très cachée, mais qui est notre pilier, qui est notre ADN, quoi. Donc, à partir de l'ADN, c'est quelque chose qui comment dire, qui a une certaine vibration, d'accord? Nous avons, quand nous sommes en bonne santé, nous vibrons entre, je sais pas moi, 60, 70, j'ai oublié les chiffres, 80 MHz. Ok. Alors, on sait très bien, parce que ça, il y a des études aussi qui sont sorties, chaque fois que tu as des pensées négatives, ou tu es en colère, ou que tu es en souci, ou que tu es malade pour des raisons XY, cette énergie, elle descend. D'accord? L'alimentation, comment on s'alimente, quel type d'eau on boit, quel type d'activité je fais, etc., peut contribuer à faire descendre cette vibration, cette fréquence vibratoire, et donc m'amener vers la maladie. Plus je descends, hein, à 20 MHz, je suis pratiquement mort, hein, ou pas loin. Donc, quels sont maintenant les éléments que je peux faire intervenir dans ma vie pour que mon taux vibratoire remonte? Ça veut dire, qu'est-ce que je mange comme nourriture? Qu'est-ce que je lis comme bouquin? Qu'est-ce que je regarde comme émission? Qu'est-ce que j'écoute comme musique? Qu'est-ce que je bois comme eau? Quelles sont les activités que je fais? Tout ça contribue. Est-ce que je fais de la méditation, des prières, de la contemplation? Mais peu importe, des choses qui me font sentir bien et pas qui m'abrutissent. Et plus je fais de ce type d'activité, plus mon taux vibratoire augmente. Les plantes, le basilic indien, c'est celui qui vibre, un peu comme nous, 80, 90 MHz. C'est un chercheur américain qui s'est amusé à mesurer le taux vibratoire des huiles essentielles. Donc, et c'est un des plus bas. Je dis, ok, ça veut dire qu'il y en a des plus hauts. Aujourd'hui, on sait que la plante qui vibre le plus haut, mais aujourd'hui, on découvrira peut-être d'autres ensuite, c'est la rose. Elle vibre à 320 MHz. 4 fois notre vibration à nous. Donc, la plante, elle a cette intelligence, si on lui donne cette permission de venir informer notre champ énergétique à travers le sien et de dire, ok, il y a des choses que je peux corriger, hein, la plante, hein, mais moi, en tant que personne, il faut que je sois ouvert à ça. Parce que la plante, avec son information olfactive, comme on disait tout à l'heure, elle va peut-être me ramener vers des trucs que j'ai pas trop envie de creuser. Donc, je la laisse de côté. Mais la plante, elle te veut pas du mal. Tu la prends, c'est bien. Tu la prends pas, c'est bien. C'est égal. Mais il y a cette possibilité, à travers ce champ
énergétique la possibilité d'élever le nôtre. Mais, encore une fois, il faut un travail à côté. Parce que la plante ne fait pas toute seule, quoi. Je veux dire, si tu prends de la rose pour apaiser ta colère, pour te calmer, pour être zen, et puis tu traites de crétin le premier qui passe dans la rue, ça le fait pas, tu vois. Donc il y a tout un travail à faire à côté. Parce que oui, la rose t'aide, mais si tu ne mets pas du tien, ta colère ou ta haine, ou je ne sais pas trop quoi, vont te redescendre. Et quand on dit qu'une plante vibre à tant de mégahertz, comment est-ce qu'on mesure ça? C'est l'huile essentielle elle-même ou c'est... Ok. Oui, parce que c'est un être vivant, encore une fois. Bon, il y a même des minéraux qui vibrent. Mais clairement, alors leur avantage, c'est que si elles ont été maltraitées, comme on disait tout à l'heure, par des différentes étapes de cueillette pas très bienveillantes ou de distillation un peu à la rude ou comme ça, tu peux les charger, les huiles essentielles. Tu les mets sur une fleur de vie, tu les mets à côté d'un quartz rose, elles se rechargent. Donc, elles ont cette capacité, mais nous aussi. Mais il y a un truc qui m'étonne toujours dans cette question de prise de conscience, quand on réalise quelque chose. Par exemple, tu disais, les enfants sont des guides, hein, ils nous permettent de réaliser des choses qu'on fait de manière peut-être erronée dans notre vie, où on voit directement sur eux les chemins qu'on prend en étant à trop regarder les mêmes choses ou les nouvelles à la télé ou Dieu sait quoi. Et du coup, ils prennent plus comme des éponges et on peut constater les effets. Mais je dirais dans le sens inverse aussi, j'ai souvent été étonné d'entendre des témoignages de gens qui se sont guéris de cancer à des stades inespérés. Où tout à coup on leur disait c'est fini, il n'y a plus rien à faire, et puis qui tout à coup avaient réussi à s'en sortir, hein. Et souvent on dirait qu'il n'y a pas de recette, on dirait qu'il n'y a pas de j'ai trouvé telle plante, ou j'ai décidé de faire un régime sans sucre, ou j'ai décidé, alors ça peut aider, mais on dirait que c'est surtout la décision de dire j'ai la chance de m'en sortir, et ensuite de trouver sur quoi s'appuyer, que ça peut être les plantes, que ça peut être les huiles essentielles, ça peut être un régime, ça peut être des prières, ça peut être une vie qui change complètement, mais on a l'impression que c'est l'appui sur une décision. Mais peut-être c'est pas une décision intellectuelle, hein. Qu'est-ce que tu peux en dire de ça, de ces différents témoignages qu'on entend parfois? Je pense que c'est un choix de l'âme. J'ai aussi entendu parler de ces miracles, hein, pour l'amour du ciel. Je les observe et je suis complètement... Waouh, quoi. Encore une fois, il y a un truc qui nous dépasse complètement. Après... c'est pas parce que tu as compris pourquoi tu as développé cette maladie que tu vas forcément en guérir. Je m'explique. La matière, elle a une inertie, elle est lente, hein. Donc si la maladie on parlait de cancer tout à l'heure, tu as parlé de ça. Si le cancer est déjà dans un stade avancé, c'est pas parce que tu as compris d'où vient ton cancer, ou la raison, les blocages, les croyances, peu importe, que tu as en toi, qui a fait que tu as développé ce type de cancer, c'est pas parce que tu as compris que tu vas en guérir. Ça existe, hein, mais encore une fois, la conscience, elle fait des sauts elle peut faire des sauts très rapides. La matière, elle a besoin de temps. Et malheureusement, c'est ce que moi j'ai vécu avec mon mari. Il est décédé d'un cancer du pancréas, et pourtant c'était un homme, il a travaillé 50 ans en développement personnel. En 10 mois, il n'était plus là. Il a compris d'où venait ce cancer et pourquoi ce cancer, mais c'est pas pour autant qu'il a pu rester. Donc, ok,
encore une fois, j'ai arrêté de vouloir donner du sens à tout parce que il y a des personnes qui ont besoin de comprendre pour accepter. Accepter, c'est vraiment se remettre debout. Christiane Singer disait se remettre debout dedans. Se remettre debout avec dignité. Même que tu as l'impression que tout est fracassé dehors, mais dedans, tu es encore debout, quoi. C'est cette acceptation, t'as pas compris, mais c'est pas grave, si tu comprends pas. Encore une fois, il y a des choses, il y a quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous, qui a une intelligence beaucoup plus intelligente de tout ce qu'on peut imaginer et qui a ses bonnes raisons pour que les choses se passent ainsi. Ça veut pas dire qu'on est fataliste, mais de faire la paix à un moment donné. Bien sûr que c'est injuste quand tu vois un enfant qui meurt, quand il y a des maladies. Bien sûr. Si tu cherches le sens là-dedans, tu deviens fou. Tu t'en trouves pas. T'en trouves pas. Donc, la meilleure, pour moi, ce qui m'a sauvé, c'est de faire la paix avec ça, d'accepter. Ok, c'est comme ça. Ça me plaisait moyennement, ça me plaît toujours moyennement, mais à travers ce décès, j'ai appris des choses, plein de choses sur moi. C'est un chemin à la rude, mais ça veut dire que j'avais besoin de ça pour avancer. Parce que la vie, elle t'offre suffisamment d'opportunités pour comprendre. Et puis, tant que t'as pas compris, elle va te resservir le même plat. Et il sera de plus en plus corsé, le plat, tant que t'as pas saisi la leçon qu'il y a derrière, quoi. Donc, je sais plus pourquoi tu m'as posé, je sais plus pas la question, je suis désolée, des fois je me perds dans mes trucs, mais voilà. Ouais, c'était sur le fait de guérir tout à coup. Ah oui. Quand je disais une décision, je disais pas que, évidemment, c'est pas une décision oui, mais consciente, mais il y a j'entends par là un pas qui se fait dans une direction, pas dans la décision de la guérison, mais un pas qui se fait dans une direction de se tenir debout. Oui. De se tenir debout, et puis que du coup, ça débloque certaines choses qui font qu'il y a une compréhension ou quelque chose qui peut arriver. Et que parfois, dans de très rares cas, ça peut mener à une guérison, quoi. Oui. Après, il y a beaucoup de gens qui dépensent beaucoup d'énergie à lutter contre. Ouais. Et ça, tant que tu luttes contre, dans le langage courant, on dit ça. On va lutter contre un cancer, on va lutter contre... Cette énergie que tu mets de lutte, c'est toute l'énergie que tu perds pour ta guérison. Donc, ok, t'as une maladie, on entend, mais c'est pas de la sous-estimer. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais de dire, ok, il y a cette maladie, elle va me permettre de comprendre quelque chose. Maintenant, on ouvre. Je suis pas la maladie, j'ai une maladie, mais je ne suis pas cette maladie. Quelle est l'opportunité de compréhension qu'il y a derrière cette maladie? Pas d'en faire une alliée, de dire, ok, toi tu te tiens tranquille, on va cheminer à deux. Mais tu comprends cette histoire de lutter contre, l'énergie qu'on met là-dedans. Et c'est une énergie phénoménale. Est-ce que tu luttes contre ta maladie ou tu contribues à ta guérison? Oui, c'est un choix. C'est un choix. Après, les moyens que tu mets pour lutter contre une maladie, c'est toi qui décides. Et comment tu l'appréhendes. Enfin, moi, je pense qu'il n'y a pas une seule manière de guérir, vraiment. Les médicaments aussi, oui, quand il faut. Je ne suis pas là pour dire non, pour l'amour du ciel. Mais, comme on disait tout à l'heure, quel type de vie je mène pour que je me retrouve confrontée à ça. Voilà, et tout ce qu'on voit aujourd'hui de divertissement, de réseaux sociaux et autres, c'est une manière de nous anesthésier, de nous distraire, de perdre le contact avec nous-mêmes.
Et donc le discernement. Donc on revient un peu au même, au même discours. Pour aller un petit peu à la défense des réseaux sociaux, il y a quelque chose de nouveau. Avec les réseaux sociaux, c'est l'information. Oui, l'information, oui, et qu'on peut être acteur. Oui. Avant, j'entends, on nous servait la soupe, et puis il fallait croire ce qu'on nous disait. Et là, c'est une ouverture, c'est de liberté, où on peut aller chercher des informations ailleurs, et mon Dieu, s'il y en a. Il faut chercher, il faut être curieux, et il faut trier. Voilà, exactement. Oui. Mais avant, on ne pouvait même pas trier. Je suis d'accord. Ouais. Donc, il y a une liberté quand même qui est précieuse là-dedans. Est-ce qu'il y aurait une sorte d'hygiène de base avec les huiles essentielles qu'on pourrait prendre presque de manière quotidienne comme élément de base pour nous accompagner dans la vie? J'entends beaucoup parler, justement sur Internet, de la myrrhe et de l'encens comme étant les deux huiles essentielles maîtresses qu'on donne comme cadeau depuis le temps de Jésus ou avant. Et puis vu que ça apparaît dans la Bible, du coup, c'est auréolé. Mais c'est une connotation sacrée. Voilà, justement. Alors, est-ce qu'il y a un rituel, quelque chose qui pourrait accompagner les gens ou qu'on pourrait conseiller comme, voilà, on se lave les dents tous les jours. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire tous les jours? Que peux-tu dire de la myrrhe et de l'encens et que peux-tu dire d'un usage quotidien des huiles essentielles? Alors, la myrrhe et l'encens, c'est des huiles sacrées. Sacrées au-delà de la connotation religieuse. On s'entend. Hein? Les Égyptiens fumaient déjà de l'encens parce que pour eux, c'était la passerelle vers l'invisible, la passerelle vers la réalité non ordinaire. Donc, ils avaient accès à des trucs. Encore aujourd'hui, on se demande comment et par quel canal. Mais l'encens, cette huile passerelle. Encore aujourd'hui, si tu observes, on brûle de l'encens dans les églises. Est-ce que les gens savent pourquoi on fait ça? On a toujours utilisé la fumée de l'encens pour que nos prières soient amenées vers le ciel, pour que les dieux nous entendent. Donc, aujourd'hui, on ne sait plus ça. On brûle un peu comme ça, mais sans savoir tout ce qu'il y a derrière, quoi. La myrrhe, pareil, c'est aussi une huile extrêmement puissante, hyper calmante. C'est vraiment le baume pour l'âme, la myrrhe, quoi. Après, tu sais, moi, j'aime pas dire qu'est-ce qu'il faut faire pour. Il y a des huiles qui nous accompagnent un moment, et puis nous, on évolue, notre état de conscience évolue, du coup, tu passes à une autre huile, tu passes à autre chose, parce que les étapes de vie auxquelles tu es confronté sont différentes. Donc, il y a des steps comme ça, avec des huiles, un travail avec des huiles différentes. Donc, je n'ai pas de bons conseils à donner, si ce n'est trouver 5 minutes dans une journée pour se poser. Et respirer. Après, si tu veux respirer que de l'air, moi, ça me va. Si tu veux respirer une huile qui sent bon parce qu'elle te fait du bien, puis ça, c'est égal. Un truc, quel que soit, mais où tu dis, oh, voilà. Et tu sais, il y a un truc qui m'a beaucoup interpellée dans une séance en expansion de conscience. Et je demande à la plante, montre-moi la vie. Qu'est-ce que c'est la vie? La réponse est respire. Donc encore une fois, tu vas chercher des trucs à je ne sais pas où, et puis la réponse est respire. Tu l'as dit, papa. D'accord. Donc respire. Ça veut dire aussi, prends le temps de ce souffle, le temps de régénérer tes cellules, le temps de te poser, de sentir chaque corde de tes cellules qui te parlent, quoi.
sans devenir hypochondriaque, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais de te sentir vivant dedans. C'est 5 minutes. Juste s'accorder ces 5 minutes sacrées. Après, c'est une huile qui t'accompagne parce que tu as envie. Moi, aujourd'hui, c'est celle-là. Demain, ça sera une autre. Mais avoir la possibilité du choix. Voilà. Tu choisis la lavande d'aujourd'hui, demain, ça sera le cyprès, après-demain, le cèdre. Ça me va. C'est toi qui sais. Qui mieux d'autre que toi sait de quoi tu as besoin? Personne. Donc, d'avoir cette, de revenir à cette écoute de soi. De quoi j'ai besoin aujourd'hui? Alors, je vais prendre ça parce que je sens que c'est de ça que j'ai besoin. Je vais pas prendre de l'encens parce qu'elle dit qu'il faut prendre de l'encens. Non. Prends ce qui te fait du bien. Et là, ça revient à cette question, mais qu'est-ce qui me fait du bien? Quelle est l'huile que j'aime? Du coup, les gens ils ont tellement de choix qu'ils savent pas, mais ça te demande de revenir à toi. On parlait de la terre est plate et ronde, hein, c'est la même chose. Quelle est l'huile que tu préfères? Quelle est la version qui est juste pour toi aujourd'hui? C'est la seule vérité, c'est la tienne. C'est le discernement, on revient à ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait oublié d'aborder, sur lequel tu aimerais revenir, ou quelque chose dont tu aimerais parler? Ça peut paraître un peu niais, comme ça, mais de dire que l'amour guérit tout, vraiment. Et les plantes, elles ont ça, elles ont cet amour inconditionnel. Elles donnent sans condition, sans attendre rien en retour. Tu prends, c'est bien, tu prends pas, c'est bien pour elles. Mais de s'appuyer sur cette intelligence et sur cette bienveillance qu'ont les plantes envers nous, que nous avons plus envers elles, de s'appuyer sur cette force et sur cette justesse que la nature a pour se ressourcer, quoi. Encore une fois, ne cherchez pas trop loin, quoi. T'es stressé, t'as envie de gifler ton boss ou de démissionner ou je ne sais pas quoi. Va marcher en forêt. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a à faire. De se remettre en contact avec cette nature, quoi. C'est, je pense, et puis de savoir écouter le silence. On est assourdi par tout. Il y a beaucoup sollicité, surstimulé par des sons, par des lumières, par des quantités d'informations partout. De revenir au calme. Regarder un arbre, ça suffit parfois. Ou regarder pousser les marguerites, c'est égal. Mais de retrouver ce rythme-là. Voilà. C'est peut-être ce que j'avais à dire pour finir. Mais en tout cas, merci. Merci à toi d'être venu jusqu'ici. Avec plaisir. Merci, c'est un très bel échange. Merci. Merci.